Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 10 février 2026 et notre cher ami et frère, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Ravi d'être avec toi, Nima. Laisse-moi commencer, Larry. S'il te plaît, appuie sur le bouton j'aime, cela nous aide à toucher plus de monde. Je veux débuter par ce dont nous parlions avant de passer en direct, à propos de Netanyahou et de sa visite aux États-Unis. Il veut discuter avec Donald Trump et son administration. Très probablement, il veut les convaincre d'attaquer l'Iran ou obtenir une sorte de garantie pour Israël, si Israël décide d'attaquer en premier. Comment vois-tu ce qu'il cherche, à ton avis? Exactement ce que tu as dit, je pense. Il a déjà été repoussé d'une certaine manière. On ne lui permet pas de séjourner à Blair House, ce qui est presque, tu sais, pour le Premier ministre israélien, une évidence. Et je ne pense pas que Donald Trump soit enclin à être très amical avec lui, tout en ne voyant pas comment il pourrait se sortir de cette situation. Il a maintenant une situation qu'il a lui-même mise en place, essentiellement, je pense. Et je le crois vraiment, dans le but de mettre Netanyahou dans une impasse et de trouver une sorte d'arrangement avec l'Iran qui n'impliquerait pas un conflit majeur. Peut-être qu'ils en parlaient en coulisses, ou du moins que les États-Unis suggéraient « Oh, on larguera quelques bombes, vous en larguerez quelques-unes, on s'assurera de coordonner les cibles et tout le reste, puis on arrêtera là. » Et c'est tout ce qu'il nous reste à faire. L'Iran, je ne pense pas, voulait non plus avoir quoi que ce soit à voir avec cela, comprenant à quel point les États-Unis étaient déjà perçus comme peu dignes de confiance, même à l'époque. Et je ne pense pas que Netanyahou ait envoyé le moindre signal indiquant qu'il acceptait quelque chose de ce genre non plus. Alors maintenant, ils vont avoir, tu sais, une sorte de réunion pour se creuser la tête, je suppose. Et ces têtes risquent d'être bien cabossées en se heurtant. Netanyahou va insister, et on m'a dit, je n'ai aucun moyen de le vérifier, Nima, mais on m'a dit par des personnes avec qui j'ai discuté de ces sujets par le passé et que j'ai trouvé fiables, que Netanyahou va apporter avec lui des dossiers Epstein. Autrement dit, il va apporter des éléments qui lui permettront de montrer que Donald Trump est lié à certaines choses ou que la famille de Donald Trump l'est, en s'adressant très vite à Melania, et il compte s'en servir, si nécessaire, pour convaincre Trump de faire exactement ce que Bibi veut qu'il fasse. Je n'ai donc aucune idée de la façon dont tout cela va se terminer. Je ne pense pas une seconde que Trump ait la trempe, le courage ou l'intelligence. Je devrais dire non pas la sagesse, de défier Netanyahou d'une manière habile, en lui disant une chose et en faisant une autre. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je pense que nous sommes en train d'assister à ce que je ne pensais pas voir, une utilisation réelle de la force que nous avons rassemblée autour de l'Iran. Et donc ce à quoi nous assistons, c'est aussi une attaque dévastatrice contre Israël. Bibi va obtenir tout ce qu'il demande et même plus, et probablement une attaque contre les actifs régionaux des États-Unis. Je pense que l'Iran, une fois que cela commencera, si nous le déclenchons vraiment de manière flagrante, l'Iran va nous donner tout ce qu'il a. Et quand je dis nous, je veux dire Israël et nous dans la région. Nous faisons donc face à la possibilité d'un conflit qui devient totalement incontrôlable, qui prend une dimension régionale très rapidement, puis se propage à l'Ukraine et à d'autres conflits potentiellement prêts à éclater en ce moment, en particulier avec la Russie et la Chine, qui se précipitent dans la région pour s'y joindre, pour ainsi dire. Nous faisons face à une guerre générale, ce qui n'est pas une bonne perspective pour la planète. Larry, penses-tu que certaines personnes au sein de l'administration Trump sont conscientes du risque d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient
de l'escalade ou de la poursuite du conflit. J'imagine qu'un tel conflit serait une guerre d'usure, comme celle que nous voyons en Ukraine. Ont-ils conscience de cela? Ou bien veulent-ils agir si rapidement? Ce qui, à mon avis, n'est pas possible. C'est ainsi que je le perçois, en observant ce qui se passe dans l'esprit des décideurs en Iran. Eh bien, les militaires, du moins certains d'entre eux, les colonels et lieutenants-colonels encore en service actif et qui ne sont pas partis, sont conscients à quel point cette situation est difficile, quelle que soit la configuration envisagée. Ce que vous pourriez appeler une attaque limitée, ou bien une attaque sans aucune restriction. Chaque variation entre ces deux extrêmes présente ses propres inconvénients. Et dans chaque cas, à l'exception peut-être de celles sur lesquelles, d'après ce que j'ai entendu, ils travaillaient, je fais ceci et tu fais cela, je fais ceci et tu fais cela, puis on arrête là. Cela aurait probablement pu être arrangé, comme cela l'avait été auparavant, je pense. C'était effectivement déjà le cas auparavant. Mais toute autre permutation entre une attaque limitée et une attaque totale qui soit authentique, qui ne soit pas préalablement coordonnée, pour ainsi dire, sera une catastrophe créée de toutes pièces. Et je dirais que cela conduira probablement à une montée de l'escalade vers une attaque générale et une conflagration générale. La Russie et la Chine pourraient bien y être impliquées. La Russie y sera certainement. Et la Chine sera juste à ses côtés, dans le cadre de cet exercice où elles envoient des navires de guerre opérer à proximité immédiate des forces navales américaines. Et il y a la possibilité que toutes sortes de missiles traversent le ciel, des missiles capables de couler ces navires de guerre, ces porte-avions et d'autres choses du même genre. Ce n'est pas une situation souhaitable à développer. J'espère revenir à votre question. Le Pentagone compte des personnes qui comprennent cela. Ils savent que ce n'est pas un jeu facile, pour ainsi dire, et qu'il pourrait être très difficile d'en sortir rapidement. Il y a d'autres éléments à leur programme qui seraient fortement affectés si cela se transformait en guerre totale. Souvenez-vous de la façon dont nous sommes entrés en Irak en 2003. Nous y sommes allés avec trop peu de force. Nous ferions certainement la même chose avec l'Iran. Nous y sommes allés sans aucune compréhension des personnes avec lesquelles nous allions travailler. Ce sera absolument vrai dans cette région avec l'Iran, et ce sera antagoniste sur toute la ligne. Nous y sommes allés sans compréhension et sans plan pour l'après-coup, ce qui allait se passer une fois le choc et la stupeur initiaux dissipés. Avec l'Iran, ce sera doublement, triplement le cas. Alors qu'est-ce qui nous attend après cela? Un désastre. Je ne vois pas d'autre mot pour le décrire. Un désastre pour les deux camps, ce qui rend cette proposition si terrible. La seule chose positive qui pourrait en sortir, Nima, la seule chose positive, serait l'élimination de l'État d'Israël. Il semble que Netanyahou le sache et qu'il veuille prendre ce risque avant même de quitter le pouvoir en Israël. J'aurais du mal à ne pas être d'accord avec toi. Vraiment. Je pense que c'est sur sa liste de choses à faire avant de mourir, comme la dernière étape, et que s'il ne le fait pas, il préférerait encore mourir en essayant de ne pas le faire. Il est donc prêt à se suicider pour cet ultime et dernier acte de sa longue présidence, ou de son mandat, de sa direction, peu importe comment tu veux l'appeler. Il semble que nous ayons appris par les informations que Netanyahou va demander à Donald Trump d'accorder à Israël la liberté d'action militaire. Vous savez, il paraît qu'il veut même proposer à Trump que s'ils parviennent à un accord, celui-ci doit inclure cette autorisation. En somme, donner à Israël le droit d'attaquer l'Iran à tout moment, dès qu'ils le décideront.
September 34, these two are foray. Oui, Larry, c'est ce qui semble se passer dans l'esprit de Netanyahou. Penses-tu que si, supposons que les négociations avancent un peu, je ne sais pas. Aujourd'hui, le chef du Conseil de sécurité iranien est allé à Oman, puis au Qatar. Il a parlé avec le commandant d'Ansarullah au Yémen. Il mettait en garde l'administration Trump à propos de la visite de Netanyahou aux États-Unis, leur disant de ne pas se laisser manipuler par lui. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un à Washington qui comprenne ou même entende ce dont parle la partie iranienne. Eh bien, je pense que les Omanais jouent un rôle de bons médiateurs dans la région, et il y a aussi d'autres acteurs dans la région qui remplissent cette fonction, ce qui signifie simplement qu'ils sont les intermédiaires les plus dignes de confiance pour toutes les parties dans tout conflit concernant cette région. Et le fait qu'ils soient aussi inquiets qu'ils le sont à ce sujet est un signe important que nous pourrions bien être en train de foncer droit en enfer. Et je ne, disons-le ainsi, si j'étais dans cette délégation de diplomates à Oman, et en particulier le ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré de manière très ferme et très différemment de tous les autres dans ce domaine en Asie du Sud-Ouest ou aux États-Unis, qu'Israël est le principal problème de la région, doivent probablement être aussi frustrés que n'importe qui d'autre. Ils ne voient rien qu'ils puissent faire à ce sujet, si ce n'est continuer à offrir leurs bons offices et à dialoguer avec toutes les parties. Et cela inclut aussi les pays arabes, pas seulement l'Iran, et pas seulement les États-Unis. Ils s'arrachent littéralement les cheveux, car ils en sont arrivés à un point où ils voient ce que toi et moi voyons, ce dont nous parlons depuis un moment, et ils ne voient aucune issue. Et ils savent, je pense, que cela va être désastreux. Et ce n'est pas seulement un désastre pour un camp ou pour l'autre, c'est un désastre pour tout le monde. C'est même un désastre pour eux et pour les pays qui les entourent. Il n'y a aucun avantage pour aucune partie dans cette situation, ce qui la rend finalement si stupide. Pas seulement parce que l'Iran ne représente aucune menace pour les États-Unis alors que nous menaçons de l'attaquer. Ce n'est pas seulement le fait que Scott Bessent se soit transformé en un personnage absolument digne de Netanyahou en se vantant des sanctions qui mettent les enfants iraniens à genoux. Ce n'est pas seulement le fait que les États-Unis s'y emploient depuis la chute du Shah. Ce n'est pas seulement le fait que nos sanctions sont des actes de guerre répétés, et que l'Iran a tout à fait le droit d'y répondre par un acte de guerre. Ce n'est pas seulement le fait que les États-Unis soient une puissance plus grande que l'Iran, mais aussi le fait que l'Iran dispose ici d'un avantage en raison de sa position dans la région. Il a construit cela au cours des 20 dernières années, surtout des 10 dernières. Ses capacités aujourd'hui et ses alliés aujourd'hui. Tout cela ressemble un peu à ce dont parlait Barbara Tuchman dans la Marche de la Folie. C'est comme si chaque participant ici, chaque co-belligérant, chaque parti, à l'exception des diplomates comme les Omanais qui essayent d'arrêter cela, marchait vers cette issue les yeux ouverts mais sans cervelle. Et si nous allons de l'avant avec cela, sous quelque forme que ce soit que nous qualifierions de décisive ou que nous tenterions de rendre telle, ce sera une catastrophe. Et quand tu fais cela, Nima, en termes militaires, tu commences puis tu n'obtiens pas ce que tu veux. Alors tu redoubles, puis tu triples, puis tu quadruples. Eh bien, au moment où tu en es au triple, les États-Unis sont à court, simplement à court. Nous n'avons plus rien. Donc si l'Iran persiste, si l'Iran tient bon, et entre-temps détruit l'État d'Israël, détruit complètement l'État d'Israël, que faisons-nous? Que faisons-nous à la fin de tout cela? Nous avons probablement dévasté l'Iran pour le moment. Je veux dire, ils peuvent se réfugier sous terre. Nous n'allons pas tuer beaucoup parmi 90 millions de personnes.
Mais eux, ils vont en tuer un nombre appréciable. Et ils vont infliger de lourds dégâts à l'Arabie saoudite, de lourds dégâts aux marchés pétroliers mondiaux, de lourds dégâts à notre marine, de lourds dégâts à notre armée de l'air. Comme je l'ai dit, ils élimineront probablement Israël. Espérons qu'Israël ne se tournera pas vers l'arme nucléaire à ce moment-là. Qui sait? Qui va gagner dans tout cela? Où est le vainqueur? Oui, exactement. C'est une bonne question. Une excellente question. Voici ce que Donald Trump vient de dire il y a quelques instants, que l'Iran ne possédera pas d'armes nucléaires ni de missiles balistiques. Le journaliste lui a demandé, « Larry, êtes-vous en train de dire que l'Iran doit abandonner son programme de missiles balistiques ?» Et il a répondu, « Oui, et ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. » Je ne sais plus s'il sait vraiment de quoi il parle. Je pense ça depuis longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il sache de quoi il parle à un moment donné, sur un sujet quelconque. Il ne sait tout simplement pas de quoi il parle. Il n'a aucun dossier parce que personne ne lui en fournit. Et si on le fait, il le rejette et sort dire tout ce qui lui passe par son esprit moral délicieux, comme il l'a appelé. Je ne sais pas comment on peut gérer une personne comme ça quand on est de l'autre côté de la table de négociation. Cela doit être extrêmement frustrant pour les gens à Moscou et à Téhéran, et d'ailleurs, partout ailleurs dans le monde. J'ai participé ce matin à un webinaire avec le Quincy Institute, et nous parlions de l'Union européenne, essentiellement de ce que l'UE Weber essaie de faire à propos de la Bulgarie. Nous avions une femme politique bulgare à l'émission, une femme très éloquente. Nous avions aussi Wolfgang Strick et Lord Sedelski. C'était l'un des meilleurs webinaires que j'ai jamais écoutés. Mais encore une fois, c'était une explication de la manière dont l'Europe est complètement désorganisée, en l'occurrence l'UE en particulier, et de la manière dont le monde l'est aussi, en partie à cause de cette administration et en partie sous sa responsabilité. Et cela n'a pas commencé avec eux. Cela a commencé avec Joe Biden. Cela a commencé bien avant. Tout a commencé quand Papa Bush a été écarté de l'entourage et qu'ensuite nous avons eu tous ces présidents idiots. Mais malgré tout, ils ressentent la même angoisse vis-à-vis de l'Europe que celle que j'éprouve en ce moment à propos de l'Asie du Sud-Ouest. Nous n'avons même pas parlé de l'Asie du Sud-Ouest, mais il me semble que nous nous retrouvons dans une situation très similaire. Pour des raisons différentes et dans des circonstances de pouvoir certes différentes à celles de 1913 ou 1914, nous marchons vers la folie. Nous avons des dirigeants qui ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons des conseillers de ces dirigeants qui ont des arrière-pensées, la plupart fondées sur l'argent et la finance, et nous avons une toile obscure qui les entoure tous. Et nous allons tuer beaucoup de gens. Et nous allons le faire avec nos différentes forces armées. Et bien sûr, cela fait si longtemps que nous tuons des gens avec nos sanctions que je ne blâme pas les Iraniens de vouloir riposter contre nous. On ne peut pas inventer des choses pareilles, comme je l'ai dit tant de fois. Nous y réfléchissons vraiment. Et par-dessus tout, ils ont évoqué ce matin, l'un des intervenants a souligné le fait que nous n'avons désormais plus aucun traité nucléaire. Puis quelqu'un a mentionné que Donald Trump veut entrer dans ce domaine sans aucun traité sur les armes nucléaires et a laissé tout cela se produire sous sa présidence, principalement la fin de START et celle du traité INF avant cela, parce qu'il veut instaurer tout un nouveau régime. Eh bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est ce que je dis depuis le début. Nous avons besoin d'un tout nouveau régime et nous devons y inclure la Chine. Nous devons inclure d'autres États nucléaires et finalement tous les États nucléaires. Et il semble dire qu'il le souhaite. Très bien. Comment ce dont nous parlons en ce moment, Nima,
Va-t-il favoriser et encourager ce processus? Nous avons un type au Moyen-Orient nommé Bibi, qui est à Washington en ce moment, et qui pourrait être le premier à utiliser une arme nucléaire par colère depuis que nous l'avons fait en 1945. Et nous parlons avec notre président d'un tout nouveau régime d'armes nucléaires, de traités pour tout le monde, et ainsi de suite. C'est absurde. La main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Larry, penses-tu que l'administration Trump soit traversée par une forme de division, ou bien les vois-tu avancer main dans la main? D'une certaine manière, ils semblent unis. Ils savent ce qu'ils veulent tirer du conflit en Asie de l'Ouest. Nima, tu viens de mettre le doigt sur, je pense, l'une des carences les plus marquantes et les plus paralysantes de l'administration Trump. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Ta question est de savoir s'il y a unanimité en matière de sécurité et de politique étrangère. Oui, il y en a une, mais c'est une façade. C'est un groupe de personnes qui prétendent qu'il y a unanimité parce qu'elles sont des courtisans et qu'elles ont une peur bleue de Donald Trump. Et ça va de Tulsi Gabbard à Pete Hegseth, en passant par Pam Bondi, Kash Patel et Bannon, tu peux tous les citer. Ils ont tous peur de Trump. Donc oui, il y a unanimité, il y a conformité, ils sont tous d'accord. Mais en dessous, il y a probablement une lutte qui se joue entre beaucoup d'entre eux et leurs proches, parce qu'ils le pensent fou. Mais personne ne va dire ça, surtout qu'il semble que les élections de mi-mandat vont être une perte colossale pour le Parti républicain. Personne ne va dire ça. Peut-être qu'au moment où presque 50%, voire plus, des républicains actuellement au Sénat et à la Chambre comprendront qu'ils vont probablement perdre leur siège, quelqu'un finira par se réveiller et provoquer un peu de cohésion, un mouvement de riposte. Pour l'instant, il n'y a que des gens comme Tom Massie et un ou deux autres qui disent quelque chose, et ils le font, dans bien des cas, parce qu'ils s'en vont, qui ne seront plus là. Mais s'ils continuent à examiner les sondages de près, et que les sondages continuent de chuter, encore et encore, et qu'il n'y a aucune anticipation, et j'espère bien qu'il n'y en aura aucune, que Trump reporte les élections de mi-mandat, ou les déclare nulles et non avenues, ou quoi que ce soit d'autre, alors il faudra bien qu'il y ait une réaction. Mais pour l'instant, personne n'est prêt à le contrarier. Personne n'est prêt à se lever et à dire « Monsieur l'Empereur, vous êtes nu, vous n'avez pas de vêtements. Comprenez-vous les problèmes que vous nous avez créés ?» Non, ils ne sont pas prêts à dire cela. Il y a donc une unanimité au sein de l'administration. On a même Tulsi Gabbard de toutes les personnes possibles qui jouent le rôle de principale flagorneuse. Tu sais, je n'ai rien fait de mal et Donald Trump non plus. Nous nous entendons très bien. Et puis quand on ajoute le documentaire de Melania, ça en devient presque écœurant. Vraiment. Et ensuite, réaliser que ce documentaire était probablement lié et faisait partie intégrante de tout le problème ici, à savoir détourner l'attention de tout le monde d'Epstein. Je suis convaincu que c'est exactement ce que représente le comportement belliqueux de Trump. Une tentative de nous distraire d'Epstein. Il n'aime pas ce qui se passe avec Epstein, soit à cause de sa femme, soit à cause de lui-même, soit les deux. Penses-tu que Netanyahou utilise cela contre Donald Trump? Oui, je le pense. Je crois que Netanyahou vient probablement à Washington avec ses meilleures informations et qu'il utilisera ces informations pour influencer Donald Trump si Trump se montre récalcitrant. Il les lui brandira sous le nez et menacera de les révéler, je n'en doute pas une seconde. Vous savez, je n'ai aucune preuve concrète, mais j'ai observé cela assez longtemps. J'ai vu Bill Clinton avec Monica Lewinsky. Et vous savez, cette affaire des 78 jours de bombardement de la Serbie.
Et j'ai vu d'autres présidents utiliser certaines choses pour détourner l'attention d'autres problèmes qui leur portaient préjudice, suffisamment pour savoir que c'est probablement en partie ce qui se passe en ce moment. Il ne veut pas que ce qui se passe maintenant, lentement, progressivement, aille plus loin, car au final, cela va lui nuire, ainsi qu'à sa femme, à certains membres de sa famille, ou à certaines personnes qui financent largement ses campagnes, ou à tout cela à la fois. Cela doit faire partie de sa motivation. Sinon, je ne peux pas aller. Oui, Larry, aujourd'hui, nous avons vu l'attaché militaire chinois remettre au commandant de l'armée de l'air iranienne une maquette du chasseur furtif J-20. Je regardais, est-ce que cela veut dire qu'ils ont donné à l'Iran un chasseur furtif J-20? Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, c'est une sorte de geste symbolique. Je ne sais pas. Eh bien, à mon avis, ce n'est qu'un geste parce que, vous savez, un avion aussi sophistiqué, et en fait presque n'importe quel appareil de 4e, 5e ou 6e génération aujourd'hui, voire au-delà, demande beaucoup de temps pour apprendre à le piloter, pour être suffisamment compétent afin d'en exploiter ne serait-ce que les 3/4 du potentiel. Donc donner quelque chose à quelqu'un maintenant, en pleine guerre pour ainsi dire, ne sert à rien. Tout dépendra de ce que la Chine a déjà fourni à l'Iran, avec le temps nécessaire pour s'entraîner et s'habituer à l'équipement, et de ce que la Russie a déjà donné à l'Iran dans le même sens, ainsi que du nombre de leurs propres techniciens qu'ils sont prêts à laisser sur place, peut-être au risque de mourir afin de faire fonctionner le matériel s'ils n'en maîtrisent pas encore l'usage. Donc tout ce qui arrive maintenant, comme ces navires entrant dans la mer d'Arabie du Nord pour un exercice, russes et chinois, remarquez bien leur moment d'arrivée. Il me semble que c'est soit après la mêlée, soit tout à la fin, s'il y a même une fin. C'est l'une de mes inquiétudes, que cela soit sans fin, parce que personne ne va gagner. Tout le monde va perdre. C'est la grande hypothèse à laquelle nous faisons face. Tout le monde va perdre. Israël pourrait disparaître. Nous pourrions assister à la première utilisation d'une arme nucléaire depuis Hiroshima et Nagasaki. Et l'Iran va subir de lourds dégâts. Toute la région va subir de lourds dégâts. Le monde va subir de lourds dégâts car les prix du pétrole vont s'envoler. Tous ces éléments sont des problèmes potentiels, les conséquences d'un simple échange d'armements. Et si nous avions un conflit majeur, lourd, et si les États-Unis devaient renforcer leur présence, et si les États-Unis en arrivaient, et je le prédis, à s'engager dans une attaque d'envergure contre l'Iran, et si les États-Unis devaient mobiliser 90% de leurs forces armées pour ce conflit, c'est bien ce à quoi nous faisons face ici. Tout ce que possèdent les États-Unis devra être déployé contre l'Iran, pratiquement tout, et cela ne permettra toujours pas d'obtenir le résultat souhaité. Les perspectives ici sont innombrables pour un désastre. Larry, quand j'étais en Iran, j'ai eu l'occasion de parler avec un ami dont le cousin s'entraînait sur le Su-35. Je lui ai demandé « Quel âge a-t-il » Il m'a répondu « 18 ans » et il est prêt. Il est totalement prêt. Oh, ils sont là depuis un moment. Oui, le Su-35, c'est l'équipe d'entraînement pour le nouveau matériel, et certains avions sont là depuis pas mal de temps. Donc ils pourraient probablement, on pourrait probablement mettre sur pied un escadron si on travaillait vraiment 24 heures sur 24, en continu, avec des équipes de maintenance en double rotation et tout le reste. On pourrait probablement former un escadron en 6 à 7 mois.
Je pense, Larry, que le Moyen-Orient est vraiment en effervescence en ce moment, car nous avons appris que le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu avec l'Égypte, avec la Turquie, avec tous ces acteurs importants de la région, pour les informer de ce qui s'est passé dans les négociations, le nouveau cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis. Quelle est l'importance de cela pour la politique étrangère iranienne et pourquoi cela se produit-il? Comme je l'ai mentionné précédemment, le chef de la sécurité nationale iranienne se rend dans d'autres pays pour s'entretenir avec eux. Que se passe-t-il avec ce mouvement diplomatique de la part de l'Iran? Eh bien, il y a trois façons d'interpréter cela. Et il faut ensuite analyser ces trois approches en fonction de chacun des pays visités. Par exemple, ce qui est dit en Turquie sera différent de ce qui est dit à Pékin. Ce qui est dit à Islamabad sera différent ailleurs. Je dirais qu'il y a deux ou trois aspects qui concernent probablement cette situation particulière. Premièrement, l'Iran cherche de l'aide pour amener ces pays à exercer leur influence sur les États-Unis et faire ce qu'ils peuvent pour empêcher une attaque. Deuxièmement, et cela dépend du pays, on peut presque classer chaque pays dans la colonne que l'on veut, il s'agit de leur demander de l'aide. Et cette aide pourrait prendre la forme de réapprovisionnement, de missiles, d'armements ou autres. Cela pourrait même concerner deux ou trois de ces pays. Et je ne mets pas la Turquie de côté à cet égard. Cela pourrait même concerner une aide en matière de combat au sol. Pas nécessairement des unités d'infanterie, mais des pilotes et d'autres éléments de ce type. Troisièmement, il pourrait s'agir d'argent. Cela pourrait être, vous savez, nous avons besoin d'argent pour faire cela. Seriez-vous disposé à nous accorder un prêt ici, un prêt là? Et quatrièmement, il pourrait s'agir de chercher davantage d'alliés dans tous les aspects de ce que l'Iran pourrait finir par entreprendre si cela se prolonge pendant une longue période. Je pense qu'il y a toutes les chances que ce soit un conflit de longue durée sans vainqueur apparent pendant 6 à 8 mois, à moins qu'une arme nucléaire ne soit utilisée. Et là, tout serait remis en question. Je ne sais pas où nous irions à partir de là. Donc, c'est différent pour chacun de ces pays. C'est probablement plus significatif avec la Russie, car ils ont en réalité un pacte de défense et de sécurité signé. Et c'est probablement différent avec la Chine aussi, car la Chine voit de plus en plus ses intérêts être affectés et impliqués en ce qui concerne le détroit et la région en général. Je devrais dire qu'il y a un autre signal, à savoir que les diplomates veulent montrer aux États-Unis que l'Iran a d'autres endroits où aller, d'autres interlocuteurs et même d'autres amis. Cela illustre leurs efforts pour constituer un groupe de pays qui, au moins, considèrent avec une certaine bienveillance ce que l'Iran fera sous la contrainte des États-Unis et qui offriront leur aide partout où ils le pourront. Il y a donc toutes sortes de raisons pour que l'Iran sorte et agisse de la sorte. Je dirais que les pays les plus importants dans cette affaire sont toutefois la Russie et la Chine. Il y a eu une interview, Larry, avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. C'était sur CNN turc. Le journaliste lui a demandé « Le régime iranien peut-il être renversé par des frappes aériennes massives des États-Unis » Et il a répondu « Non, il ne s'effondrerait pas. » C'est l'évaluation du gouvernement turc, et il me semble que d'autres États arabes du Golfe Persique partagent la même estimation. Ils réfléchissent tous dans ce sens. Quand j'étais en Iran, j'ai demandé aux gens « Que pensez-vous d'une attaque de l'Amérique, des États-Unis, contre l'Iran ?» L'un d'eux m'a posé une question toute simple. Il a dit « Et alors, que veulent-ils faire? Où veulent-ils bombarder? Et en quoi cela changerait-il quoi que ce soit ?» Je ne savais pas vraiment comment lui répondre. J'ai essayé de contourner la question d'une manière ou d'une autre, mais il posait simplement la bonne. Que peuvent-ils faire d'autre?
Tu sais ce qu'Israël va faire? Et tu sais quoi? Sous la direction d'Israël, les États-Unis vont probablement faire la même chose. Je veux dire, le commandant du Central Command, l'amiral Bradley Cooper, je crois, et les gars de Netanyahou sont très proches depuis des semaines maintenant. Ce qu'ils veulent, c'est empêcher qu'Israël soit complètement détruit. Donc ils vont probablement, je ne fais qu'émettre une hypothèse, mais elle est plutôt solide, ils vont d'abord frapper massivement, pas contre les programmes nucléaires, ni contre les choses que nous avons faites auparavant, ni contre celles que nous pourrions dire vouloir faire. Ils vont frapper massivement les missiles balistiques. Partout où ils pensent qu'il y a un site de lancement, partout où ils soupçonnent même qu'il pourrait y en avoir un, chaque site de lancement, pas seulement les plus sophistiqués, mais aussi les moins avancés, drones, choses de ce genre. Ils utiliseront tout l'arsenal possible, des Tomahawks tirés depuis le large à d'autres missiles en mer, en passant par les bombes larguées par des avions et les missiles de croisière lancés depuis des appareils. Même s'ils déployaient des AC-130 ou quelque chose de similaire au-dessus, tout serait dirigé contre les missiles balistiques. Parce que je pense qu'ils ont compris ce qui s'est passé pendant la Belle Guerre. Ils comprennent que l'Iran a été relativement circonspect à ce moment-là et que la prochaine fois, il pourrait ne pas l'être. Ils pourraient pratiquement détruire Israël toward abandonner leur respect plus ou moins prudent des règles de la guerre et les jeter par la fenêtre. En d'autres termes, tuer aussi des civils, s'en prendre à tout en Israël, les magasins, les discothèques, les autoroutes, les chemins de fer, s'en prendre à tout en Israël. Tuer, tuer, tout tuer. Les Iraniens n'ont jamais agi ainsi, jamais. Ils ne combattent tout simplement pas de cette manière. Il suffit de revenir à la longue guerre contre l'Irak. Ils ont supporté toutes sortes de choses avant de vraiment se décider à riposter contre Saddam Hussein. Et quand ils l'ont fait, ils ont presque atteint Bagdad. C'est pourquoi nous avons soutenu le mouvement de l'ONU pour faire cesser la guerre et tout le reste. Nous avions peur qu'ils aillent jusqu'à Bagdad. Donc quand l'Iran décidera de se déchaîner, il se déchaînera. Et regardez comme Israël est petit. Ils vont déclencher cette fusillade avec toute leur capacité d'ogive, tout dirigé non seulement contre des cibles militaires, mais contre tout ce qui se trouve en Israël. Ils vont la relâcher encore et encore et encore. Et peu importe ce que nous faisons, même si nous parvenons à frapper les premiers, c'est-à-dire à effectuer une frappe préventive, je pense que cela continuera à se déchaîner. Nous faisons donc face à une autre dimension du conflit ici, et nous assistons à la destruction totale d'Israël. Et quand cette prise de conscience viendra à Bibi Netanyahou, je n'ai aucun doute qu'il lancera 1 ou 2 ou 3 armes nucléaires sur l'Iran. Et il n'en parlera même pas à Donald Trump. Il le fera simplement. Larry, vois-tu la Russie? Disons les choses ainsi. Je ne sais pas si tu as vu, si tu as eu l'occasion ou le temps de regarder ce que Lavrov a dit dans son interview sur TV Bricks. Il a déclaré que les États-Unis, il était frustré par la manière dont l'administration Trump agissait. Il a dit qu'il n'avait rien fait pour faciliter la relation entre la Russie et les États-Unis. Il a même ajouté que ce que l'administration Biden a fait, Trump n'a rien fait pour l'inverser. C'est loi de l'administration Biden. Oui, je suis d'accord. Trump, c'était que du blabla. Que du blabla. Et pour reprendre le point de Poutine, il a imposé plus de sanctions. Il a dit qu'il avait imposé plus de sanctions au lieu d'aller à l'encontre de celles-ci. À la décharge de Poutine, et je ne veux pas dire cela comme une insulte envers lui, mais plutôt comme un commentaire sur sa souplesse, si l'on peut dire. Poutine l'a toléré trop longtemps, tout comme je pense que l'Iran l'a toléré trop longtemps.
Et pas seulement Donald Trump, mais toute une série de présidents que l'Iran a tolérés trop longtemps. Je dirais, pour avoir été en partie au courant de leur montée en puissance et de leur changement de cap, passant d'une armée complète avec tous ses composants à une stratégie centrée principalement sur leurs missiles balistiques. Que voir ce basculement a été, à mon sens, le signe que les Iraniens n'étaient plus disposés à tout accepter. Ce qu'ils faisaient, c'était se préparer à l'Armageddon, et ils se préparaient à en sortir du côté des vainqueurs, du moins sur un des fronts, si l'on peut dire, lorsque l'Armageddon surviendrait. Alors, ils sont devenus intelligents. Ils sont devenus très intelligents. Et je dois attribuer cela, on va me critiquer pour le dire, à l'islam. L'islam, dans le sens que lui donnent les Iraniens, n'est pas une religion violente. Ce n'est pas une religion violente. Et soyons honnêtes, c'est la République islamique d'Iran que le peuple iranien adhère encore ou non à l'islam. J'entends dire que beaucoup ne le font plus parce qu'ils en ont assez du régime et d'autres choses. Mais malgré tout, ce n'est pas une religion belliqueuse. Donc ça a certainement été très difficile pour l'Iran à faire. Et les gens me disent, eh bien, ils coupent des têtes, ils pendent des gens, et tout ce genre de choses. Je réponds que c'est différent. Les Saoudiens font la même chose, ils prennent des épées et coupent des têtes. C'est simplement leur manière d'appliquer la loi, leur façon de faire les choses. Ce n'est pas forcément transposable à leur approche de l'action militaire ou à leur attitude générale face à la guerre. L'Iran a été très circonspect. Il l'était déjà pendant la Grande Guerre contre l'Irak, qui a été pour eux une sorte de première guerre mondiale. Et ils ont dû en sortir à un moment donné, car ils se sont rendus compte que, vous savez, les attaques en vagues humaines contre des armes chimiques étaient difficiles. Ce n'est tout simplement pas une société à laquelle nous nous identifions. Nous n'arrivons pas à croire qu'il existe des gens dans le monde qui ne considèrent pas la guerre comme l'instrument suprême, quelque chose sur lequel ils se concentrent jour et nuit, comme nous le faisons, et que nous finançons. Nos dépenses de sécurité nationale sont désormais 10 fois supérieures à celles du reste du monde réuni. Ce que nous faisons est sans comparaison. Nous avons donc deux cultures qui s'affrontent. L'une se défend contre une rafale d'années et d'années de châtiments infligés par le grand Satan, l'Empire, et l'autre n'arrive toujours pas à en venir à bout. Elle n'arrive pas à en venir à bout. Et maintenant, il veut s'entourer de gens comme John Bolton et le général, comment s'appelle-t-il déjà, Keane, cet imbécile, tous en train de dire « c'est le moment ». C'est le moment, c'est l'heure de gloire, c'est le moment de les tuer. Ils s'effondrent, maintenant on peut les tuer. Et Scott Besson qui dit « j'ai tué un tas d'enfants, j'ai tué tout un tas de gens, regardez ce que j'ai fait à l'Iran, maintenant on peut les avoir. » C'est nous, c'est l'Empire, ils l'ont pris et ils en ont assez de le supporter. Ils ne vont plus le supporter. C'est une recette pour le désastre de l'Empire et un désastre pour Israël, comme je l'ai déjà souligné. Je pense que ce sera la fin d'Israël si nous nous engageons dans cette guerre. Vous savez, l'une des choses intéressantes qui se passait lorsque j'étais en Iran pendant cette coupure d'Internet, c'est que les médias traditionnels à l'étranger parlaient du fait que le gouvernement iranien utilisait des armes chimiques contre son propre peuple. Tu ne peux pas inventer un truc pareil. Nima, tu ne croirais pas certaines des choses que j'ai lues. J'ai lu quelque chose dans le New York Times ce matin. Je l'ai simplement supprimé. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai effacé toute l'application du New York Times de mon téléphone. Les saletés qu'il publie. Et voilà ce soi-disant grand média, toutes les nouvelles dignes d'être imprimées, qui diffusent ces absurdités sans même savoir si c'est vrai ou non.
Ils ont probablement eu ça d'un général, ou de la CIA, ou de quelqu'un d'autre, des informations totalement fabriquées. Et ils font la même chose avec l'Ukraine et la Russie. Je lisais encore les chiffres des pertes dans le New York Times. Bon sang, on croirait que la Russie vacille complètement. Demain matin, on ouvrira le New York Times et le titre sera « Poutine dehors, la Russie s'effondre ». Tu vois, ça continue encore. Oui, c'est assez incroyable. Et le colonel Larry Wilkerson a déclaré aujourd'hui, lors de son interview avec MTV, que Trump a été en contact avec tous les pays qui achètent du pétrole et du gaz à la Russie et qu'il veut prendre le contrôle du marché mondial de l'énergie. Je ne sais pas. Et d'un autre côté, Bloomberg a rapporté, voici le texte exact qu'ils ont utilisé. Le Venezuela expédie sa première cargaison de brut vers Israël alors que les exportations de pétrole reprennent après la destitution de Maduro. Penses-tu que Donald Trump, en allant dans cette direction, en s'opposant à la Russie, en s'opposant à l'Iran, cherche finalement à atteindre la Chine? Nous savons ce qu'il fait avec l'Inde, avec la voiture indienne. Comment est-ce possible? Lavrov n'était pas content. Vous savez, aujourd'hui j'ai parlé avec John Helmer, et il m'a dit qu'il y avait un désaccord important entre Lavrov et Peskov, par exemple. Peskov est le porte-parole. Lavrov est le ministre des Affaires étrangères. Lavrov n'est pas content. Il ne veut pas conclure les choses d'une manière irréaliste. C'est pourquoi il parle directement aux États-Unis, à Donald Trump. Comment voyez-vous la situation en Ukraine, l'escalade à la fois en Asie occidentale et en Ukraine, et l'interprétation du côté chinois? Revenons un instant en arrière. Ce que vous venez de décrire explique pourquoi je pense que Xi Jinping a publié ce dernier communiqué. Et dans ce communiqué, qui est en réalité une suite, peut-être la 3e ou 4e itération du capitalisme à la chinoise, ce que Xi Jinping a dit est véritablement sismique. Car ce qu'il a dit, en substance, c'est que la Chine a dominé le monde dans 2 ou 3 domaines. Il dit « Nous sommes la 2e économie mondiale ». Mais attendez, nous sommes le géant industriel, nous sommes le géant technologique, nous sommes le géant économique. Nous ne sommes pas le géant financier. Puis il utilise un peu de mandarin Freeman pour m'en donner un aperçu, mais il parle du système financier empoisonné qui domine actuellement le monde. Et bien sûr, vous savez ce qu'il veut dire. Il veut dire SWIFT, il veut dire le dollar, il veut dire l'empire. Et ensuite, il dit que la Chine doit désormais devenir numéro 1 dans la finance. Nous y parviendrons en faisant du renminbi la monnaie la plus utilisée, la plus fiable et la plus fondamentale au monde. Je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Il n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour que cela se produise en une décennie. Donc ce qu'il dit là, en substance, par écrit, et il poursuit en disant « Nous ne devons pas devenir ce qu'est cet autre endroit. Nous ne devons pas devenir le système financier qui a été créé avec Bretton Woods, le FMI, l'OMC et tout le reste. Nous ne devons pas. Nous allons donc formuler ces 5 choses à faire et 5 choses à ne pas faire, très confuses. Et donc il essaye de préserver le système. Et je pense que ce mot se traduit bien par juste. Il essaye de maintenir l'honnêteté du système. Il veut faire cela, mais avec un meilleur système que celui que nous avons, car il considère le nôtre comme absolument corrompu. Et les sanctions sont, selon lui, le principal indicateur de cette corruption. Je ne sais pas pourquoi la presse n'a pas davantage relevé cela, probablement parce qu'ils sont trop stupides. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a un R dedans et un B dedans. Alors, Monsieur Lula, vous êtes maintenant un participant à part entière. Vous avez dit que vous vouliez en être. Maintenant, vous pouvez l'être. Russie, écoutez-moi. Inde, écoutez-moi. Si vous ne le faites pas, vous allez vite vous retrouver à l'écart. Et moi, je suis le C.
Devinez quoi? Nous sommes en train de prendre le contrôle du monde, et nous allons le faire de la manière la plus efficace et la moins meurtrière possible, en mettant fin à l'Empire. En devenant non seulement la première puissance économique, industrielle et technologique mondiale, nous allons aussi devenir la première puissance financière du monde. À toi, Londres. À toi, New York. À toi, Doha. Si tel est son objectif, et je n'en doute pas, puisqu'il l'a désormais déclaré à tout le monde en Chine, alors tout cela n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. C'est le dernier sursaut de l'Empire, le dernier désordre que l'Empire sera capable de provoquer, car la Chine vient de sonner le tocsin, de lancer le défi, et je ne vois rien qui puisse les arrêter. Rien, certainement pas Donald Trump. Donc, pendant que tout cela se déroule, ceci se passe en arrière-plan. Larry, je ne sais pas si tu as vu l'interview que le ministre iranien des Affaires étrangères a donnée le 7 février à Doha. Il a dit qu'il parlait d'un accord global, mais que le cœur, l'essence de cet accord serait la Palestine, serait Gaza. Il a été très intelligent d'introduire ce sujet et d'en faire le centre de l'attention. Très intelligent. Parce que 60% du monde aujourd'hui considèrent que c'est une abomination à la surface de la Terre. La plupart sont d'accord avec l'Afrique du Sud. Toutes ces personnes devraient être traduites devant la Cour pénale, inculpées, jugées, reconnues coupables et condamnées. Netanyahou avant tous les autres. Il a donc choisi cette question de torture très judicieuse. En réalité, c'est ce qui se passe dans l'esprit de la plupart des gens avec qui je parle. Ils ne voient pas d'accord pacifique et global entre l'Iran et les États-Unis, sans prendre en compte la Palestine, sans prendre en compte Gaza. Larry, après tout, quel est le problème entre l'Iran et Israël, entre l'Iran et les États-Unis? Tout est lié à la Palestine. Tout tourne autour de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Et Donald Trump et, tu sais, Steve Witkoff, Yek Schnell, Morales à ce sujet. Non, ils vont en tirer profit. Ils vont profiter de la mort continue des Palestiniens. Tu sais, on en parlait hier avec un ami à moi dans l'armée. Et je lui ai dit, dis-moi quand Israël a cessé de tuer des gens en Cisjordanie, à Gaza, au Liban. Dis-moi quand ils ont arrêté. Préviens-moi. Sonne la cloche. Fais le savoir. Dis-moi quand ils s'arrêtent, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. Ils tuent 20 ou 30 personnes par jour, parfois jusqu'à 70 ou 80 par jour. Et rien n'a changé. C'est juste à feu plus doux. Ils continuent de tuer des gens. C'est leur objectif, et ce sera leur objectif jusqu'à ce que Netanyahou soit mort et enterré, et peut-être même au-delà. Mais je pense que l'Iran se prépare à enterrer Israël à son tour. Larry, quelle est ta compréhension de la situation en Ukraine? Il semble que du côté russe, ils aient vraiment le sentiment que l'administration Trump ne fait que jouer avec le processus, avec ce type de négociation. Ils ne voient rien de concret dans la manière dont l'administration Trump gère la situation. D'un côté. De l'autre, on pourrait voir une certaine avancée, un certain progrès dans les discussions. Mais lorsqu'on introduit l'alternative européenne, ce que les Européens apporteraient à la table, tout devient beaucoup plus compliqué. Et je ne vois pas Donald Trump accomplir quoi que ce soit de sitôt. Non. Lors des webinaires de ce matin avec Wolfgang Strick et Lord Zidelsky, et voyons comment s'appelait-elle déjà, je l'ai noté quelque part, cette parlementaire du Parti du Renouveau, je crois que c'est ainsi qu'il s'appelle, en Bulgarie. L'un des points sur lesquels il semblait y avoir un consensus était qu'il faut en Allemagne, et Merz. Et Strick n'était pas si réticent à l'idée que Merz puisse être celui qui s'en chargerait si cela lui paraissait politiquement acceptable.
qu'il y ait un rapprochement avec Moscou. Ils doivent parvenir à un stade où ils peuvent d'abord coexister, puis s'accommoder de manière significative avec la Russie et construire une nouvelle, s'ils veulent construire une quelconque structure européenne de sécurité viable. La Russie doit en faire partie. J'ai eu l'impression de réécouter Trevor Nadze, Gorbatchev, Powell, Bush et toute l'équipe à Téhéran. Ils comprennent que, et c'est là le point essentiel, l'un des obstacles à cela, voire le principal obstacle en ce moment, c'est cette fichue UMM. Et que l'UMM doit soit subir une transformation totale, soit être détruite. Ensuite, la discussion a porté sur la manière dont les Allemands pourraient se rassembler autour d'un parti unique ou d'une coalition capable de changer les choses et d'aller dans la bonne direction. Et l'un des participants, peut-être Anatole, a dit quelque chose sur le fait qu'il faut être prêt à se rebeller. Et puis Wolfgang a dit, eh bien, vous savez, les Allemands, si une rébellion était en cours et qu'un train se dirigeait vers la rébellion, les Allemands voudraient acheter un billet, ce qui est parfait. Les Allemands voudraient acheter un billet au lieu d'y aller directement. Mais ils ont mis le doigt sur le problème. Il faut traiter avec la Russie. Il faut traiter avec la Russie. Non seulement elle est là-bas, assise sur un incroyable trésor de gaz et de pétrole, mais elle est immense. Et Wolfgang, je crois que c'était lui, a dit « Nous avons déjà essayé d'autres choses comme y marcher. Ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut essayer autre chose. » Ils doivent parvenir à un certain accommodement. Et ce qui se dresse sur leur chemin en ce moment, en réalité, ce n'est pas seulement lui-même, aussi inefficace soit-elle, mais Donald Trump. Parce qu'il a fait un sacré gâchis. Lui, Witkoff et Kushner ont provoqué un désastre colossal. Ils n'ont plus de bonnes relations avec Sergei Lavrov. Ils n'ont plus de bonnes relations avec Poutine. Et il en faut beaucoup pour que Donald Trump fasse perdre à Poutine son envie d'entretenir de meilleures relations avec Washington. Mais il est sur le point d'y parvenir, tellement il est incompétent. J'admets que son incompétence vient en partie de tous ceux qui lui tournent autour. Vous savez, ces milliardaires en coulisses et ces gens qui veulent détruire la Russie. J'ai une nouvelle pour vous, les gars. 10 fuseaux horaires, peut-être 11 selon la façon dont on compte. Vous n'allez pas venir à bout de la Russie. Beaucoup plus grands que vous s'y sont essayés. Vous n'allez pas les éliminer. Alors vous feriez mieux de trouver un moyen d'arriver à une forme d'accommodement. Et il vaudrait mieux que ce soit pacifique, qu'il inclue un nouveau régime de traité sur les armes nucléaires et qu'il prenne en compte l'économie, qui est ici un élément crucial. Et au fait, vous continuez avec ces pétroliers en route vers Cuba, que vous faites rebrousser chemin en exerçant des pressions sur le président du Mexique ou d'une autre manière. Devinez quoi? Ce seront des pétroliers russes et chinois, escortés par des frégates, des destroyers et d'autres navires se dirigeant vers la Havane. À la place de Xi Jinping et de Poutine, je le ferai déjà. Je dirai simplement, nous y allons, et je vous mets au défi de nous arrêter. Vous voulez déclencher une guerre mondiale? Nous la gagnerons. Oui, je ressens exactement la même chose. Je pense que tu l'as exprimé de la meilleure façon possible. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci. Désolé pour toute cette confusion, mais je vais envoyer un message demain matin. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Désolé pour ça. Merci beaucoup, Larry. À bientôt. Prends soin de toi. Au revoir.